bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du col de l'utérus fera plus de 443 000 victimes par an dans le monde d'ici 2030, dont près de 90% en Afrique subsaharienne. Présentement, c'est plus de 68 000 personnes en Afrique qui sont affectées chaque année, avec près de 50 000 décès par an. Le cancer du col de l'utérus est souvent causé par des infections à papillomavirus humain, transmises en grande partie sexuellement. Pour en savoir plus sur cette maladie, nous avons rencontré le docteur Kiali Ouattara, qui est directeur de l'organisation internationale non gouvernementale JPAEGO en Côte d'Ivoire. Alors, le cancer du col utérin, c'est un cancer. Et comme tout cancer, c'est une multiplication anormale des cellules du tissu sur lequel le cancer se développe. Donc, c'est une multiplication anormale qui fait que ces cellules sont incontrôlées et c'est un cancer. Et ce cancer, il est dit cancer du col de l'utérus parce qu'il est localisé justement au niveau du col de l'utérus chez la femme. Parlez-nous des symptômes. Comment est-ce qu'une femme peut reconnaître qu'elle pourrait être susceptible d'être en train de développer un cancer du col de l'utérus? Alors, à ce niveau, il faut faire très attention. En général, en gynécologie, tous les signes se ressemblent. Donc, ils ne sont pas forcément imputables au cancer du col de l'utérus. Dans le cancer du col de l'utérus, il y a des écoulements purulents. Il y a comme du pus qui coule. Et dans ces conditions, tous ces signes sont des signes d'appel qui devraient faire que la femme aille en consultation, voir son médecin ou son gynécologue. Mais ce ne sont pas des signes exclusivement significateurs de cancer du col de l'utérus. Puisque les signes, si vous dites que les signes sont similaires à d'autres pathologies, alors ça sûrement prend du temps avant de détecter ou de diagnostiquer une femme du cancer du col de l'utérus, n'est-ce pas? Oui, en effet, comme tout cancer, ils évoluent à bas bruit. Et en général, au moment où les signes sont vraiment extérieurs, on est déjà à des phases plus compliquées à prendre en charge. Je ne vais pas dire phase terminale, mais des phases où c'est déjà compliqué et la prise en charge devient très compliquée. Oui. Ce qui se passe avec le cancer du col, et c'est ce que je disais, c'est un cancer totalement évitable, c'est le cancer le plus curable. Pour le cancer du col de l'utérus, il y a des signes avant-coureurs. Si nous faisons un dépistage précoce, il y a des signes avant-coureurs qui permettent de savoir que cette dame, dans 10 ans, dans 15 ans, va développer un cancer. C'est là que ça devient intéressant dans la prévention du cancer du col de l'utérus. Lorsqu'on trouve ces signes avant-coureurs, alors on les traite de façon adéquate et on évite à cette dame de développer un cancer dans 15 ans, dans 10 ans. Mais dans ce cas-là, quelles sont les recommandations? Est-ce qu'il est recommandé à toutes les femmes à partir d'un certain âge de faire un dépistage? Oui, tout à fait. Il est recommandé à toutes les femmes à partir d'un certain âge, je vais dire en âge de procréer, de faire un certain nombre d'examens. C'est traité. La dame peut éviter facilement de faire un cancer du col de l'utérus dans les années à venir. OK. Alors, quelle analyse faites-vous de l'accès aux soins pour les patientes en Afrique subsaharienne de façon générale, s'agissant du traitement du cancer du col de l'utérus? Cancer du col de l'utérus. En dehors même du cancer du col de l'utérus, l'accès aux soins dans nos régions, vous le savez, est très limité. L'accessibilité géographique et ensuite l'accessibilité économique et financière. Je veux bien aller pour le soin, mais le soin se trouve à la capitale. Pour ce qui concerne le cancer, les centres d'oncologie dans nos pays en général, c'est à la capitale. Et même les laboratoires qui pourraient aider à faire des diagnostics avancés sont dans les chefs-lieux des régions, dans les grandes villes du pays. Donc ce n'est pas accessible à toutes les femmes dans les régions reculées dans nos pays. Et l'accessibilité financière, c'est-à-dire que là aussi, même si le soin existe derrière ma maison, il y a un coût. Et ce coût devrait prendre aussi le coût du transport même pour venir au centre de santé, pour chercher à avoir les soins adéquats selon le problème. Donc c'est la même chose pour le cancer du col de l'utérus. C'est en général, mais pour le cancer du col de l'utérus, c'est la même chose. Un autre problème, c'est l'information elle-même. Les femmes qui ne sont pas dans les grandes villes
peuvent ne même pas avoir accès à l'information que, attention, tel signe et tel signe devrait me faire consulter puis être référé pour arriver jusqu'aux soins de qualité. Donc, quelles sont les solutions dans ce cas-là? La sensibilisation, l'éducation des populations, que chaque femme sache qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'au moins un examen visuel pour chercher les lésions précancéreuses, au moins une fois tous les 2 ans ou 3. Si elle est séropositive, au moins une fois chaque année. Chaque femme devrait pouvoir, autant que possible, bénéficier d'un frottis là où cela existe, et si elle ne fait pas l'inspection visuelle. Et aussi le personnel soignant. Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes devraient être sensibilisés à effectuer le diagnostic précoce des lésions précancéreuses, donc du col, comme une activité de routine dans le courant normal d'une consultation de médecine. Dans la rubrique MedActu, les chercheurs de l'Université Collège de Londres développent présentement une nouvelle technologie pour aider les médecins à détecter le cancer du côlon et les polypes intestinaux à un stade précoce. Cela afin de garantir les meilleures chances de guérison aux patients. Le système appelé Odin Vision utilise une combinaison d'intelligence artificielle et de technologie spatiale. Reportage Zlatica Hook. Le cancer du côlon est le 3e type de cancer le plus commun dans le monde. Et le plus tôt il est détecté, plus le patient a des chances de se rétablir. Cependant, le diagnostic habituel, appelé colonoscopie, ne détecte pas toujours tout. Nous manquons 1 à 5 polypes durant la colonoscopie et pour la 2e plus grosse cause de cancer menant à la mort au Royaume-Uni, c'est important. Les scientifiques disent que l'intelligence artificielle peut voir une image entière. Elle ne peut rien manquer ni être distraite. Pendant que la vidéo en direct est retransmise à notre système, celui-ci prend l'image, séquence par séquence, l'analyse avec ce qu'on appelle un réseau neuronal artificiel et essaie d'identifier l'endroit où se trouvent ces polypes en regardant des choses comme les motifs dans les images, les différentes couleurs des tissus. Les scientifiques d'Odin Vision espèrent que ce programme révolutionnaire sauvera des centaines de vies. Les survivants du cancer du côlon espèrent qu'une nouvelle technologie de diagnostic sera bientôt disponible. J'espère que ce logiciel sera bientôt disponible pour que ma famille puisse savoir rapidement que tout va bien ou non par rapport à ma propre santé. Odin Vision organise un essai clinique sur les 12 prochains mois et s'attend à ce que les premières versions de cette technologie soient déployées dans les 2 années suivantes. C'est un phénomène bien souvent irrésistible. Nous voyons quelqu'un bâiller et nous bâillons. D'où la question, bâiller est-il un phénomène contagieux? Selon une étude publiée dans la revue Current Biology, la raison pour laquelle il est difficile d'étouffer un bâillement lorsque quelqu'un le fait près de nous réside dans la région du cerveau responsable de la fonction motrice. Selon des chercheurs britanniques, l'envie de bâiller lorsque nous voyons quelqu'un d'autre le faire est un bâillement contagieux. Cela est dû à un type d'écophénomène, c'est-à-dire une imitation automatique involontaire. Pour cette étude, les chercheurs ont observé 36 adultes à qui il était demandé de regarder des clips vidéo montrant d'autres personnes en train de bâiller. Après avoir mesuré leur activité cérébrale, les résultats ont montré, entre autres, que les participants ne pouvaient s'empêcher de bâiller. De plus, le désir de bâiller augmentait lorsqu'ils essayaient de résister. Et voilà. L'insomnie. Beaucoup d'entre nous l'ont déjà expérimenté. Être dans son lit la nuit sans pouvoir s'endormir, c'est assez commun. Nous avons souhaité connaître ce que vous faites pour vous endormir dans ce cas. Voici ce que vous nous avez confié à Lagos, au Nigeria. Qu'est-ce qui me fait dormir vraiment? Je n'aime pas les films, donc je regarde des films quelquefois. Souvent des films d'action. Quelquefois, je les trouve ennuyeux, donc je peux m'endormir. Ou alors, j'avoue que je peux prendre des comprimés si c'est difficile de m'endormir. Mais récemment, vu la circulation à Lagos, quand j'arrive à la maison, j'ai juste besoin de dormir.
Je prends un verre de vin. Quand je prends un verre de vin, avant même de me mettre au lit, je suis déjà endormi. Parce qu'un verre de vin agit comme un sédatif. Je ne parle pas pour les autres, mais pour moi, cela m'aide beaucoup. Je ne prends pas d'autres sédatifs ou médicaments pour dormir. Souvent, quand il est difficile pour moi de dormir, je peux lire un roman. Il y a des moments où je peux me lever du lit pour aller regarder un film au salon et je m'endors. Il y a des moments où, avec mon téléphone, j'explore l'Internet et je m'endors. C'est ce que je fais de façon générale pour pouvoir dormir. Le plus facile pour moi, c'est le stress. Oui, le stress. Vous savez, dans cette partie du monde, particulièrement au Nigeria, nous sommes multitâches d'une façon ou d'une autre. Donc, une fois que je commence à m'occuper de plusieurs choses à la fois, je deviens très stressé. Et lorsque je suis stressé, la prochaine chose, c'est le sommeil. Par exemple, je vais jouer au foot, faire du sport, faire des activités en famille ou m'occuper de certains problèmes de famille. Une fois que je me rends dans mon salon, c'est parti. Selon les Instituts nationaux de santé des États-Unis, NIH, il y a plusieurs facteurs qui peuvent aider à mieux dormir, y compris, tout d'abord, votre chambre. Elle doit être sombre, calme et fraîche. Ensuite, évitez la caféine, l'alcool et les situations stressantes à l'approche du coucher. Aller au lit et se lever à la même heure chaque jour aide également. Enfin, l'électronique. Oui, l'électronique. Pas du tout conseillé avant d'aller au lit. Donc, ordinateur ou tablette, téléphone portable et même la télévision. Oui, la télévision, ce sont des choses à éviter dans la chambre à coucher. Écoutons ce que cet expert a à nous dire à ce sujet. Il s'agit de l'ensemble de votre style de vie, pas de raccourcis, pas de mode, pas de régime à la mode, pas de machine à la mode, pas de gadget à la mode. Vous devez absolument avoir un lit correct, une bonne nuit de sommeil, vous devez bien manger et vous devez vous assurer de faire de l'exercice régulièrement dans la journée. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons de la réanimation cardiopulmonaire ou RCP. Si vous avez des questions ou pour vos réactions, rejoignez-nous sur notre page Facebook VOA Afrique ainsi que sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.